Merci beaucoup avec cette livraison de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Bénin est désormais doté d'une boussole qui le guidera au cours des 35 prochaines années. La vision Bénin 2060 à la FIA a été officiellement lancée hier sous le regard du chef de l'État et des membres du gouvernement. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer, un moment clé pour éveiller les consciences et souligner l'importance du dépistage. Et puis, loin du Bénin, Saif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, est mort assassiné par des hommes armés qui ont lancé un assaut contre sa résidence située dans l'ouest de la Libye. Gouverner, c'est prévoir. Au Bénin, cette maxime prend tout son sens à travers le lancement officiel de la vision Bénin 2060 à la FIA, intervenu ce mardi sous le regard du chef de l'État. Ce cadre stratégique de long terme dessine les contours d'un Bénin prospère, inclusif et rayonnant, fondé sous une gouvernance participative et une ambition de développement durable. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané a rappelé que toutes les politiques publiques devront désormais s'aligner sur cette vision, suivant un extrait de ses propos. Mesdames et messieurs, en adoptant la vision Bénin 2060 à la FIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons collectivement acté une vérité essentielle. Le développement ne se décrète pas. Il se prépare, il s'organise et il se projette. C'est cette conviction profonde qui fonde la vision que nous consacrons ce matin. Les choix stratégiques portés par la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, ne sont ni fortuits ni importés. Ils sont le fruit de larges consultations nationales. Ils tiennent compte de nos réalités, de nos atouts, de nos vulnérabilités, de nos engagements régionaux et internationaux, ainsi que des profondes mutations de l'environnement international. Le caractère législatif conféré à cette vision répond à une exigence majeure, garantir la continuité de nos choix de développement au-delà des changements politiques. En lui donnant la force de loi, la nation béninoise a fait un choix de maturité, de responsabilité et de souveraineté. Désormais, toute politique publique, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par cette vision. Vos différentes contributions, mesdames, messieurs, ont donné corps et âme à cette vision. Elle nous appartient donc à nous tous. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un aboutissement. Elle marque le point de départ d'un long chemin, celui d'une mise en œuvre exigeante, disciplinée et collective, qui nous conduira vers le centenaire de notre indépendance. Il ne vous échappe pas qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Ce chemin exigera constance, rigueur et sens élevé du devoir, mais il porte une promesse immense, celle d'un Bénin de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être partagé. C'est ce monde de splendeur que nous sommes appelés à bâtir ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je veux donc, ensemble, que nous célébrions cela. Au-delà des allocutions officielles, la vision Bénin 2060 à la FIA se veut un projet fédérateur qui place chaque citoyen au cœur de l'action nationale. Elle appelle à une mobilisation collective pour bâtir un Bénin prospère,
inclusif et résilient à même de relever les défis du XXIe siècle. Après le lancement de la vision 2060, acteurs institutionnels, experts et participants ont livré leurs impressions. Suivons-les. Première chose, ce spot que j'ai vu doit être vu dans tous les coins du Bénin. L'idée que je me fais de cette vision à la FIA, c'est que le Bénin a compris une chose, que le développement se trouve dans une enveloppe et que cette enveloppe va éclore. Ce qui est important, comme le dit le général Eisenhower, ce n'est pas le plan lui-même, mais c'est toute la démarche et qui fait rêver tous les Béninois et qui montre qu'on doit se mettre au travail pour que, avant 2060, on devienne vraiment un monde de splendeur. Après tout ce que j'ai vu, je pense que le Bénin peut rêver et réaliser ses rêves. Parce que cette vision est vraiment bien pensée. Et je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, ce sera l'effort de tout le monde, de chaque Béninois, pour arriver à réaliser ce rêve. À voir ce qui a été réalisé pendant 10 ans, selon moi, je pense qu'il y a une possibilité quand même d'avoir à peu près ce qui a été présenté. Ah oui, le Bénin peut rêver, pas seulement rêver, réaliser ses rêves. Avec ce que nous avons vu, la présentation, et surtout que ce document émane de la volonté des dieux populaires à travers les consultations, je crois que le Bénin a le droit de rêver et même de croire à ce rêve, parce qu'en 2060, si tous les acteurs mettent la main à la pâte, effectivement, le Bénin sera un monde de splendeur. Je retiens de ce lancement un message clé, fort, puissant. L'urgence ne doit pas nous empêcher de voir loin. Le quotidien ne doit pas nous empêcher de regarder l'avenir. La vision nationale, c'est une vision qui nous engage dans le futur, qui nous engage dans l'avenir et qui nous amène à poser des pas aujourd'hui pour voir demain, pour voir après-demain et ainsi de suite. Nous avons rêvé et quand on sort de cette salle, nous allons nous apprêter et nous mettre directement au travail. Nous sommes ceux, ces personnes-là qui allons construire ces métros que vous avez vus, ces ordinateurs que vous avez vus, toutes ces usines que vous avez vues. Ce bonheur-là de demain, c'est nous qui allons le construire. Et tous ensemble. Donc nous partons avec cette responsabilité et en même temps avec les étoiles dans les yeux, comme l'a dit le président. Dans le cadre des investigations sur la tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre 2025, le secrétaire aux affaires extérieures du Parti Les Démocrates, Chabi Yahi, est de nouveau convoqué ce mardi par la police judiciaire. L'enquête continue d'impliquer plusieurs figures politiques. Plus de précisions dans ce récit. Les enquêtes relatives à la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 se poursuivent. Selon les informations rapportées par Bip Radio, Chabi Yahi est de nouveau convoqué ce mardi 3 février 2026 à la police judiciaire. Cette audition intervient dans un contexte judiciaire plusieurs semaines après l'échec du putsch et les premières vagues d'interpellation. Secrétaire aux affaires extérieures du parti d'opposition Les Démocrates, Chabi Yahi avait été interpellé une première fois le 14 décembre 2025 au lendemain des événements. Auditionné dans la soirée, il avait été remis en liberté le lendemain, tout en étant placé sous contrôle judiciaire. Depuis lors, il fait l'objet de convocations régulières sans qu'aucune mesure de détention n'ait été prononcée à son encontre. Selon son avocat, les éléments à l'origine de son implication dans l'enquête seraient liés à une affaire de carte SIM. La défense a, à plusieurs reprises, appelé à la prudence, invitant l'opinion publique à ne pas tirer de conclusions hâtives tant que la procédure est en cours. Chabi Yahi n'est cependant pas le seul responsable politique concerné dans cette affaire. Mercredi dernier, Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président du Parti Les Démocrates, a été interpellé à son domicile à Cotonou. Il a été placé en détention provisoire et poursuivi pour 4 chefs d'accusation, dont trahison, intelligence avec une puissance étrangère, complicité de meurtre
et attentat contre la sûreté de l'État. Par ailleurs, Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense, ainsi que le député Sounon Boké Soumaïla, également interpellés dans le cadre de cette procédure, demeurent en détention provisoire. Parlons santé à présent. Le cancer continue de frapper, touchant hommes et femmes. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, l'urgence est de sensibiliser et rappeler l'importance du dépistage. Dans ce contexte, le retrait des États-Unis de l'OMS, qui soutient notamment les programmes sanitaires en Afrique, soulève des inquiétudes. Un acteur engagé dans la lutte contre cette maladie nous explique pourquoi le dépistage est crucial et quels pourraient être les impacts de ce retrait. En fait, vous savez, la maladie du cancer se révèle un peu très tardivement. Vous comprenez, très tardivement. Vous pouvez être là pendant 10 ans et la maladie est cachée dans votre corps. Je pense à tous les cancers. Hein. Et c'est un matin seulement, vous allez vous lever, on va dire que vous avez le cancer. Vous savez, donc le dépistage dans la lutte contre le cancer est quand même quelque chose de véritable. C'est quand nous, les ONG, on commencer à sensibiliser la population, que la population comprendra. Je veux dire peut-être une chose quand même qui concerne beaucoup dans la population béninoise. La consommation par exemple du tabac, la consommation abusive de l'alcool, la consommation abusive des viandes rouges, je vais dire. Autant de ces choses-là qui donnent le cancer, donc la population doit éviter de consommer tout ça. Quand un grand État comme les États-Unis se désengage de nos grandes organisations, on parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et vous savez, dans tous les États du monde, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez faire quoi en réalité? Vous pouvez faire quoi? Même si le président Trump aujourd'hui, tombe malade aujourd'hui, et si sa santé va mal, comment il peut conduire les États-Unis? Vous voyez bien, non? Donc en réalité, nous sommes vraiment, c'est un désaveu total pour les malades, vous voyez, non? Donc nous invitons quand même le président Trump à revenir sur sa position, parce que l'OMS quand même constitue quand même une institution très forte. Et à cause de l'OMS, quand même, toute la population du monde entier se porte en bonne santé. Quel que soit quand même ces arguments, quelles que soient les raisons qu'il peut avancer, l'OMS constitue quand même une grande institution et qui lutte contre toutes les maladies possibles. L'OMS a un grand problème maintenant parce qu'il n'arrive pas à trouver des subventions pour subventionner les maladies. C'est les États-Unis qui apportent de l'argent énormément pour l'OMS et l'OMS investit dans toutes ces maladies chroniques dont le cancer. Si vous souffrez du cancer maintenant, vous allez en France, c'est vrai, on va vous opérer, mais ce n'est pas les mêmes choses qu'aux États-Unis. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que nous invitons tout le président Trump à revenir sur sa décision en retournant vers l'OMS. En interactualité, après les nombreux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention de contester les sanctions infligées par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la fédération estime que les sanctions à son encontre sont non conformes avec l'ampleur et la gravité des incidents survenus. Le reportage. Après la finale tendue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc fait appel suite aux sanctions prononcées par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football explique que les sanctions prononcées par le jury disciplinaire à l'encontre du Sénégal ne sont pas proportionnelles à la gravité et à la dangerosité des faits reprochés. Selon la fédération, la responsabilité des incidents, notamment l'arrêt du jeu et l'envahissement du terrain, n'ont pas été correctement établis. Le Maroc considère également que certains éléments du dossier n'ont pas été suffisamment pris en compte dans l'évaluation disciplinaire. À l'issue d'une enquête, le jury disciplinaire de la CAF a sanctionné le Sénégal. Le sélectionneur Pape Thiaw a écopé d'une suspension de 5 matchs et d'une amende de $100 000. La fédération sénégalaise a été condamnée à une amende de $615 000. La CAF de son côté n'a pas encore réagi à la décision du Maroc. Il incarnait un espoir pour certains et une menace pour d'autres. Recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, Saif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur libyen défunt Mouammar Kadhafi, a été assassiné ce mardi dans l'ouest de la Libye. Longtemps vu comme le successeur potentiel de son père, avant la chute du régime en 2011, l'homme de 53 ans s'était évertué à se forger une image de réformateur. C'est après moi.
Saif el-Islam el-Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar el-Kadhafi, a été assassiné mardi dans l'ouest de la Libye. Âgé de 53 ans, il était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Selon son avocat français, il a été tué à son domicile de Zinten par un commando de 4 hommes armés. Les assaillants auraient neutralisé les caméras de surveillance pour pénétrer chez lui et l'exécuter. À ce stade, leur identité et leur motivation restent inconnues. Ces derniers jours, des failles dans la sécurité de Saif el-Islam el-Kadhafi avaient pourtant été signalées. Une protection renforcée lui avait été proposée, mais il l'aurait refusée. Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, avant la chute du régime en 2011, Saif el-Islam s'était construit une image de réformateur. Une image qui s'était effondrée lorsqu'il avait menacé les insurgés de bains de sang au début de la révolte. Arrêté en 2011, condamné à mort puis amnistié, il avait tenté un retour politique en 2021 en se portant candidat à l'élection présidentielle, finalement annulée. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.